Aujourd'hui, à Crime Story, le dossier Jolivet. Coupable ou innocent, le fait est que 30 ans après son incarcération, personne ne pourrait dire si Jolivet est vraiment coupable des faits dont on l'accuse. Bandit à la petite semaine ou meurtrier de sang-froid, son innocence ou sa culpabilité font encore débat aujourd'hui. S'il venait à prouver son innocence, cela ferait de lui un des hommes les plus longtemps incarcérés pour rien de l'histoire du Québec, voire du Canada. Parce que comprenons bien, il est accusé quand même de 4 homicides, 2 hommes et 2 femmes. Plongeons ensemble dans ce dossier remontant à 1992. Je suis innocent, j'ai été condamné pour des crimes que j'ai pas commis. En 1994, il y a eu des témoins qui sont parjurés en cours. On a la preuve de ça aujourd'hui. Avoir eu tout ça, ces documents-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais dehors, tout, je mènerais ma vie. Cela fait en effet 32 ans que Daniel Jolivet plaide son innocence en prison. Les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 novembre 1992 se sont déroulés à Brossard, une banlieue de Montréal située sur la rive sud du Saint-Laurent. Ce soir-là, donc le 9 novembre 1992, on pouvait retrouver attablés au restaurant La Cage au Sport de Brossard 5 hommes qui seront malgré eux protagonistes de notre histoire aujourd'hui. François Leblanc et Denis Lemieux, les deux étant reconnus comme des trafiquants de substances ainsi que des receleurs, c'est-à-dire des gens qui revendent des objets volés. Le troisième homme attablé avec eux ce soir-là s'appelait Claude Riendeau, un ancien policier qui avait fait volte-face pour se ramasser dans le camp des bandits. Il s'avérait être un délateur pour la police à quelques occasions. Mais de ça, on en reparlera tantôt. Pour compléter cette table, 2 autres hommes. Paul-André Saint-Pierre et son acolyte Daniel Jolivet. Leblanc et Lemieux avaient, semble-t-il, avancé aux 3 autres hommes attablés avec eux la somme de 8 000 $ pour une cargaison d'électroménager volée qui avait été saisie par la police, donc pas livrée. L'objectif de la rencontre était de régler la fameuse dette. Après avoir discuté brièvement d'un autre larcin pour rembourser la dette de 8 000 $, c'est alors que Leblanc a une idée. Riendeau, pour rembourser sa dette, pourrait aider Leblanc à passer 2 kilos de cocaïne que ce dernier avait en sa possession. C'est alors que Jolivet proposa d'aller chercher des mitraillettes dans le but de faciliter le vol qui avait été énoncé par Riendeau un peu plus tôt dans la discussion. C'est ainsi qu'après un bref arrêt dans une cage d'armes, les 5 hommes s'arrêtèrent dans un motel, question de tester les armes à feu et leur bon fonctionnement. Tout en essayant de revendre la cam, tout le monde, sauf Jolivet, en sniffe abondamment. Jusqu'à ce que, comme le rapportera Riendeau, le délateur, Jolivet se saisisse d'une mitraillette et commença à tirer dans un matelas. Encore selon les dires du délateur Riendeau, Jolivet témoigna de sa frustration envers François Leblanc, une tension qui couvait depuis un certain temps, semble-t-il. Les hommes finissent par se séparer. Par contre, Riendeau reçoit encore les appels de Jolivet, qui, selon lui, veut en finir absolument avec François Leblanc. C'est plus tard cette nuit-là, entre le 9 et le 10 novembre 1992, que 4 meurtres se produisent dans un bâtiment contenant plusieurs condominiums dans la ville de Brossard, une banlieue côté rive sud de Montréal. Les corps découverts le mardi 10 novembre gisaient dans les 2 appartements depuis la veille au soir. Sur la première scène de crime, on trouva François Leblanc ainsi que 2 jeunes femmes. Et 2 étages plus haut, une autre scène de crime contenait le corps de Denis Lemieux. Toutes les victimes ont apparemment été tuées par balle, et ce, avec la même arme. Les 2 jeunes femmes, Catherine Morin, âgée d'à peine 20 ans, et Nathalie Beauregard, 23 ans. Les 2 femmes étaient des connaissances de Leblanc. Dès les premières heures de l'enquête, on ne put que constater que les 2 trafiquants de drogue connus étaient les cibles principales et que les 2 jeunes femmes avaient été tuées car elles devenaient des témoins gênants. C'était donc un quadruple homicide qu'avaient sur le bras les enquêteurs de Brossard. Les balles de calibre 9 mm étaient nombreuses sur la scène de crime et le ou les assassins s'étaient possiblement servis de pistolets mitrailleurs. Il était fort à parier que le ou les assassins utilisèrent des silencieux sur leur arme car aucun voisin n'a entendu de coup de feu de toute la soirée. L'enquête va très vite. Quelques heures seulement suffirent aux enquêteurs pour épingler déjà 2 suspects. En effet, un délateur prit le téléphone et contacta les policiers. Il confia que sans avoir participé directement au crime, au meurtre, il savait qui c'était
et il avait été témoin de la scène. Ni une ni deux, on procéda à l'arrestation de Daniel Jolivet ainsi que de Paul-André Saint-Pierre, son présumé complice. Mis au pied du mur par les enquêteurs, Saint-Pierre passa aux aveux immédiatement. Il déclara avoir été présent sur la scène de crime, mais ne pas avoir tiré. Ce serait Daniel Jolivet qui aurait commis les 4 homicides. Le tout sous ses yeux horrifiés. Il signa une déclaration et en admettant sa complicité dans les faits et s'engageant à témoigner contre Jolivet, il écopa d'une peine de 12 ans de réclusion. Pourtant, rendu au tribunal, quand ce fut le tour de Jolivet, le fameux témoin qui devait témoigner contre lui ne fut même pas cité à comparaître. De l'aveu du procureur de la Couronne même, mis à part le moment où il voit Jolivet tirer les victimes, tout le témoignage de Saint-Pierre semble un ramassis de mensonges. C'est pour cela qu'on s'abstiendra de le faire témoigner. Jolivet, lui, pour sa part, a la chance de pouvoir compter sur un ténor du barreau pour le défendre. Nul autre que Léo-René Maranda. Plaideur de haut niveau, sa réputation le précède. L'avocat de renom semble, selon les dires de Jolivet, le croire sincèrement innocent. René Maranda, il l'a dit à moi-même. Je pense pas que c'est toi qui as fait ça. Parce qu'il dit, si je penserais que ça serait toi, il dit, je te défendrai pas. J'ai dit, OK. Pratiquement tout le dossier de la preuve de l'accusation reposait sur le témoignage du délateur, Claude Riendeau, jadis policier, maintenant devenu bandit et, à temps perdu, délateur. C'est sans hésiter que le maître Maranda attaqua directement la crédibilité douteuse du délateur. Il était clair pour la défense que Riendeau avait commencé à parler le premier pour être sûr de s'en sortir à bon compte et de pouvoir prendre entente avec les enquêteurs. En gros, il avait vendu ses complices pour s'en sortir à meilleur compte. Et tout bon juriste sait que dans ces cas-là, le témoin délateur minimise son implication et se donne le beau rôle dans l'histoire. Malheureusement pour son client, Jolivet, pour d'obscures raisons, maître Maranda, à cause d'un conflit d'intérêts, dut lâcher sa cause et fut remplacé par un autre. Par la suite, il fut représenté par maître Ronnie McDonald. Selon le délateur, le lendemain des meurtres, lui et Jolivet se donnent rendez-vous à Pointe-Saint-Charles, dans un restaurant déjeuner. Riendeau, le délateur, mange en attendant Jolivet, qui lui tarde à arriver. Jolivet, qui finit par arriver avec son grand chapeau mexicain. Retenez bien cette information, car elle aura toute son utilité plus tard. C'est alors que Jolivet déclare « C'est réglé, je les ai tués ». Tout en mangeant son déjeuner, Jolivet continue en disant « C'est réglé, ta dette de 8000 est effacée ». La serveuse du restaurant, appelée à la barre, corrobore la version du délateur. Le témoignage de la serveuse non seulement donne du poids au dire du délateur, mais aussi elle reconnaît Jolivet et son grand chapeau mexicain. C'est lui qui aurait payé la facture ce matin-là. Le pathologiste, aussi convoqué au tribunal, estime l'heure des meurtres entre 21h30 et 2h le matin dans la nuit du 9 au 10 novembre. Il est aussi d'avis que Denis Lemieux fut tué peu de temps après. On présenta alors au jury les pièces à conviction issues d'une perquisition chez Jolivet. On parle de plusieurs armes de pistolets mitrailleurs Cobra très similaires à ceux qui ont servi au quadruple meurtre. Même modèle d'armes, même calibre, mais les tests balistiques ne sont pas concluants. Ce ne sont donc pas ces armes-là qui ont servi au quadruple meurtre. Aussi, pendant le procès, on abordera un aspect important de toute cause de meurtre, c'est-à-dire le mobile. Quels étaient les intérêts de Jolivet d'attenter à la vie de nos deux victimes? On évoqua assez rapidement le 8000 $ avancé par les deux victimes à nos 3 comparses qui, étant donné la saisie policière, se ramassaient dans de beaux draps. À elle seule, la dette était un mobile suffisant pour justifier les assassinats. On peut aussi rajouter à ça les 2 kilos de cocaïne qui, soit dit en passant, n'ont jamais été retrouvés. Cette drogue, à cette quantité, à ce niveau de pureté, avait une valeur certaine assez conséquente. N'oublions pas que selon les dires de plusieurs, Jolivet et Leblanc avaient une rancœur l'un envers l'autre. Tout cela mis ensemble faisait de Jolivet le coupable idéal. Pour ajouter un clou dans le cercueil de l'accusé, le témoignage de l'employé du restaurant qui servit Riendeau et Jolivet le lendemain des meurtres. Ils ont déjeuné, puis ils sont partis tout de suite après qu'ils ont déjeuné. Et elle était dommageable pour votre client? Excessivement dommageable, parce que Mme Lalonde est le seul témoin qui venait d'une façon directe
corroboré les prétentions du délateur, M. Riendo. Qui a payé la facture? C'est le monsieur, là. Quand vous parlez de ce monsieur-là, là, vous parlez de l'accusé? Oui. La serveuse identifie Daniel Jolivet. Elle évoque même son chapeau. Elle dit l'avoir reconnu sur une photo montrée par les policiers peu de temps après le meurtre. Le procureur avait aussi une autre dernière carte dans sa manche, possiblement la plus incriminante du lot. Le camion de Jolivet possédait un accessoire assez rare en 92, c'est-à-dire un téléphone cellulaire embarqué. Et qui dit téléphone cellulaire, dit tour cellulaire. Et qui dit tour cellulaire, dit triangulation. À la demande des enquêteurs, la compagnie de services cellulaires dévoilèrent la position de Jolivet le soir du meurtre. Et effectivement, ils purent suivre Jolivet cette journée-là, autant au restaurant plus tôt dans la journée qu'aux alentours de la scène de crime dans la plage horaire où les meurtres auraient été commis. Décidément, rien n'allait plus pour Jolivet, qui sentait l'étau de la justice se resserrer d'heure en heure. Ce dernier suivit les conseils de son avocat en s'abstenant de témoigner à la barre. Avec le recul, c'est sans aucun doute que tout cela joua contre lui au final. Ce soir-là, j'ai été chez François puis Denis. C'est vrai que j'étais en possession d'armes. C'est vrai que j'étais un bandit. Mais ça a corroboré plein d'affaires de rien d'autre. Ça posait bien trop de risques de témoigner. Oui, c'est ça qui vous a fait comprendre, votre effectivement, avocat. en plein ça. Mis à part la preuve cellulaire, on peut dire que l'accusation n'avait pas grand-chose. C'est pour ça que Ronnie McDonald, l'avocat de l'accusé, s'exprima comme suit. On n'a jamais trouvé l'arme du crime. Il n'y a aucune empreinte de la part de M. Jolivet, aucune preuve d'ADN. Je ne voyais pas comment un jury de 12 personnes pouvait en arriver à la conclusion que mon client était coupable lors de tout le tribunal. Malheureusement, les appréhensions de maître Ronnie McDonald ne se sont pas concrétisées. C'est ainsi que 2 ans après l'avoir incarcéré de manière préventive, la conclusion du procès s'était soldée par 2 condamnations à vie pour Jolivet, avec 25 ans minimum à purger avant de penser à demander une libération conditionnelle. De manière générale, les familles des victimes étaient satisfaites. L'accusé prit la route du pénitencier, qui serait sa résidence pour les 25 prochaines années. Malgré qu'il ait été reconnu coupable, Jolivet n'a jamais arrêté de se prétendre innocent. Il crie son innocence du fond de sa cellule. Il commence dès lors à faire appel, souhaitant obtenir le droit d'avoir un nouveau procès. C'est 4 ans après le verdict de culpabilité que la Cour d'appel du Québec lui donne raison. Il aura donc un nouveau procès. Malheureusement pour ce dernier, c'est 2 ans plus tard que la Cour suprême décide de s'en mêler et cancelle le nouveau procès. 2 ans de faux espoirs pour Jolivet. Cette même année, une jeune avocate du nom de Lida Sarah Nouret, qui vient juste de terminer son droit, est avide de dossiers, question de pouvoir se faire un nom dans le métier. Lui vient alors une idée. Il y a de cela plusieurs années, aux États-Unis, on a commencé le projet Innocence. C'est un regroupement d'avocats qui se penche sur des dossiers de personnes qui ont été faussement accusées ou du moins qui le prétendent. Voyant qu'il n'a pas d'équivalent au Canada, elle décide de tenter le coup et de commencer un projet Innocence typiquement canadien. À ce moment, le dossier Jolivet lui apparaît comme une évidence, même si au départ, elle ne croit pas en l'innocence de Jolivet. Après quelques rencontres avec le détenu, elle décide quand même de prendre le dossier. Elle fit les démarches nécessaires pour obtenir les dossiers ainsi que la preuve contre son client. En décortiquant le dossier, c'est sans trop de difficultés qu'elle découvrit des éléments qui pouvaient peut-être innocenter son client qui avait été passé sous silence lors du premier procès. Le premier, et non le moindre, c'était une déclaration d'un bijoutier qui avait fait affaire avec Jolivet le matin où il était censé être au restaurant avec rien d'eau. Parce que ce que j'ai omis de dire jusqu'à maintenant, c'est que Jolivet partageait son temps entre le Canada et le Mexique. Il avait même fiancé une Mexicaine et comptait à court terme déménager là-bas et ne jamais revenir. La dernière fois qu'il était parti pour voir sa fiancée, la petite amie d'un de ses bons amis, c'est-à-dire Saint-Pierre, lui avait demandé de lui rapporter un sombrero, comme il portait chaque jour fièrement. Mais ayant la tête pleine de projets, Jolivet avait complètement oublié de lui ramener le dit chapeau. Il avait donc fait des démarches pour s'en procurer un ici au Canada. Après avoir fait plusieurs appels, il finit par trouver l'objet du désir de la compagne de son ami. Et ce 10 novembre au matin, au lieu d'être attablé avec rien d'eau et de supposément se vanter d'avoir liquidé nos victimes, Jolivet était avec un bijoutier en train d'acheter le sombrero pour la compagne de Saint-Pierre. Le témoignage recueilli par les enquêteurs et signé de la main du bijoutier fut complètement absente de la preuve présentée devant le juge et les jurés. Non seulement la déposition fait part de la transaction, mais l'employé de la bijouterie reconnaissent dans une séance de photos
Jolivet. Et il spécifie qu'il portait lui-même un sombrero. On est en droit de se demander pourquoi cette preuve a été omise de tout ce qui a été présenté aux juges, jurys et aux avocats respectifs de la défense et de la poursuite lors du procès de 1994. Et ce n'est pas tout, car en plus de cela, on mit la main sur la déclaration d'une femme qui était la petite amie d'un des associés un peu plus éloignés de Jolivet. Et son témoignage est complètement fou. Vous êtes dans un bar avec votre conjoint de l'époque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben Gordy, dans ce temps-là, on avait les Pagettes. Fait qu'il a reçu un appel par Pagette. Fait qu'il dit, je m'en vais faire une commission, puis je reviens. Donc, il était minuit et quart, là. Puis finalement, il est revenu, il était 3h moins quart. Ouais, le Lascar, c'est ça, le Lascar, il venait d'être annoncé. Ces confessions nous viennent de la petite amie de Gordon Lakey, un truand faisant partie de l'entourage éloigné de Jolivet et de Saint-Pierre. Lors des perquisitions, les deux furent arrêtés en même temps que Saint-Pierre, Jolivet et toute sa clique. Une fois amenés au poste pour interrogatoire, le couple, c'est alors que Gordy, comme elle l'appelle, dit à sa copine d'aller dans le sous-sol chez eux et de ramasser un sac. Un individu allait passer pour ramasser ce sac dans quelques jours. De retour à son domicile, la femme alla chercher le sac dans le sous-sol. Et curieuse de nature, elle décida de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle y trouva une mitraillette ainsi que ce qui s'apparentait à 2 kilos de cocaïne. Quand le fameux coursier arriva à sa porte, elle lui donna le sac sans même le regarder, ayant peur d'être associée aux méfaits. Peut-être même pire, être tuée parce qu'elle était témoin. Les dernières fois qu'elle parla à Gordon, elle lui posa certaines questions, à savoir qui lui avait remis le sac. Ce dernier lui dit que c'était Paul-André Saint-Pierre qui lui avait confié le sac. Vis-à-vis les magistrats qui s'occupaient de la potentielle révision du dossier de Jolivet, tout ceci était non plausible ou irrecevable en cours. On lui reprocha encore une fois de ne pas avoir témoigné pour sa cause en 1994 à son procès. Étant donné qu'il s'en était abstenu, c'était presque une preuve de sa culpabilité et que garder le silence était la dernière des choses à faire dans son cas. Pourtant, le droit au silence est un droit fondamental dans la constitution de beaucoup de pays occidentaux et que Jolivet était totalement dans ses droits de ne pas témoigner ou de ne pas parler à la police lors de son arrestation. C'est là qu'on commence à voir les failles du système qui ont peut-être désavantagé Daniel Jolivet. Mais de 1992 jusqu'en 2024, pourquoi n'a-t-il pas été éligible à une libération conditionnelle? Parce que pour le système de justice et le système carcéral, quelqu'un qui n'admet pas ses fautes n'est pas bon à remettre dans la société. Vu l'absence d'aveu, vu l'absence de remords, Daniel Jolivet est encore un individu fortement dangereux. En gros, il aurait dû avouer le meurtre qu'il n'avait peut-être pas commis et témoigner une fausse culpabilité. Cela l'aurait quand même aidé à peut-être avoir une libération conditionnelle. Mais pour quelqu'un d'innocent, avouer un crime qu'il n'a pas commis, surtout un crime odieux comme celui-là, c'est quand même difficile, j'imagine. Alors que faire à la place de Jolivet? Faire semblant de se sentir coupable pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Ou continuer de se battre pour être totalement blanchi de la cause qui nous intéresse? Il est clair que la téléphonie et les tours cellulaires vont à l'encontre du témoignage de Jolivet. Par contre, le délateur, celui qui a creusé la tombe de Jolivet, est, selon les dires de ce dernier, beaucoup plus impliqué qu'il ne veut l'admettre. En effet, Claude Riendeau devait quand même 8 000 $ avec ses associés aux deux victimes. Pour compléter la preuve contre Riendeau, le matin du 10 novembre, il est arrivé chez la copine de Saint-Pierre avec une grosse cruche remplie d'argent, des billets et de la petite monnaie. Ce contenant avait été, semble-t-il, dérobé chez M. Lemieux, une des deux victimes de la nuit du 9 au 10 novembre 1992. Alors, que s'est-il passé à Brossard cette nuit-là? Et surtout, qui en était à l'origine? Jolivet, qui, selon les dires, était le diable en personne, mais qui, encore aujourd'hui, plaide son innocence? Ou était-il en fait le bouc émissaire idéal pour toute cette magouille? Notre accusé, Jolivet, est vraiment dans une position peu enviable, car d'une part, il rejette tout blâme, ce qui l'empêchera d'avoir une libération conditionnelle même dans 20 ans. En même temps, s'il est vraiment innocent, je peux comprendre qu'il ne veut pas avoir ce meurtre sur le dos de manière légale. Le pauvre homme purge une peine à perpétuité depuis 32 ans maintenant et il risque de finir ses jours en prison s'il ne réussit pas à prouver qu'il est innocent. Alors, selon vous,
Comment va se terminer cette histoire? Est-il innocent? Aura-t-il gain de cause un jour? Ou avons-nous affaire à un criminel coupable vraiment coriace? Semblerait que les jeux ne sont pas encore faits pour Jolivet, car il y a quelques semaines, on parlait de refaire un procès, mais au moment de tourner cette vidéo, rien n'était sûr encore. Est-ce que le projet Innocence va encore faire son œuvre? Qui dans cette histoire avait raison? Dites-le en commentaire. Sur ce, je prends quelques secondes pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. C'est vraiment très apprécié, les commentaires sont super positifs, j'adore. Je suis à votre écoute. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos sensiblement sur le même thème et j'espère vous avoir au rendez-vous, bien sûr. Alors, je le dis, même si vous connaissez déjà la chanson sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager ma vidéo, ça fait toujours plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo sous peu. Prenez soin de vous, à très bientôt. C'était Alexis White et je rends l'antenne.